Alors, un petit point boutique pour commencer, pour vous informer que le chocolat, il y aura peut-être un arrêt des ventes de chocolat au moment du retour des températures estivales. J'ai regardé un peu la météo, je crois que le début du mois de juin, il fera encore assez frais. Mais dès qu'il commencera à faire 25-30 degrés plusieurs jours de suite, c'est compliqué à expédier. Le cacao, les pâtes à tartiner seront toujours en vente au cours de l'été, mais tout ce qui est chocolat, donc les plaques et les pistoles et les craquants, tout ça ne sera plus en vente jusqu'au 1er septembre, comme l'année dernière. Voilà. Alors n'hésitez pas à faire du stock, ou sinon à en commander au retour de l'automne. Donc pareil pour l'huile qui est un produit assez sensible. Moi je le stocke dans une cave pour garder le maximum de la qualité du produit. Donc c'est pas pour l'expédier après dans des conditions où la conservation ne sera pas assurée. Donc c'est le moment. C'est le moment de faire des stocks d'huile et de chocolat. Bonsoir à tous, hein. Merci d'être ici pour ce nouveau direct en ce dimanche 1er juin. Donc nous sommes actuellement en campagne pour les européennes, je ne sais pas si vous êtes au courant. Je pense que les candidats eux-mêmes ne sont pas au courant. On va surtout se focaliser au cours de ce direct sur notre amie Valérie Hayé qui centralise pas mal de conneries autour des européennes. C'est un peu le prototype du politicien inutile qui n'a rien à dire mais qui veut le faire savoir. Et je sais pas où est-ce qu'ils ont été trouver cette dame. D'ailleurs j'ai oublié d'aller vérifier son parcours, voir un peu d'où elle vient. Ils nous ont sorti ce truc et c'est merveilleux quoi. Tu sais vraiment qu'ils ont fait les fonds de tiroir. Déjà, la précédente, elle était plus vraiment vivante. Hein. Comment elle s'appelait déjà? L'oiseau. Une ancienne gudarde d'ailleurs. Pire que l'oiseau, ouais, ils ont réussi à trouver ça. Vous vous souvenez de Nathalie Loiseau avec son discours sur le fascisme? Lu comme si elle était à l'école primaire. Le fascisme, il n'a pas de visage. Il ne dit pas son nom. Bref. On va surtout parler ici de Valérie Hayé, donc, qui centralise un peu les conneries qu'on peut voir autour des dégénérés de l'Union européenne. Le discours est essentiellement des éléments de langage déconnectés de toute réalité, et le reste du temps, ils se contentent de taper sur leurs opposants, puisqu'ils n'ont rien à dire. On va voir un petit peu tout ça. On est ici sur un poste de besoin d'Europe, comme s'ils étaient un peu des camés, et elle nous résume son programme électoral pour une Europe puissance en 6 mesures. C'est ambitieux, hein? Voilà, donc en 1 minute, on va pouvoir gagner du temps et voir un petit peu ce qu'elle a à nous dire pour faire une Europe puissance. Bonjour à tous. Le 9 juin prochain, vous aurez le choix entre différentes visions de l'Europe. Face à ceux qui vous font de belles promesses, notre liste Besoin d'Europe représente le sérieux et la raison. C'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Bon. Je vous détaille 6 mesures concrètes de notre programme. 1. Nous soutiendrons nos industries de défense avec un fonds de 100 milliards pour nous protéger face aux nouvelles menaces. 2. Nous sortirons de notre Donc 1. On distribue du fric qu'on n'a pas. dépendance aux énergies fossiles avant 2050. Et pour cela, nous investirons massivement dans le nucléaire et les renouvelables. Alors le nucléaire, l'Allemagne continue de bloquer, puis les renouvelables, eh bien ça enterre justement le système électrique dans les énergies fossiles. Faudra nous expliquer comment on va pouvoir s'émanciper des énergies fossiles en gardant une électricité dont le prix est indexé sur le charbon et le gaz. Hein, le merveilleux marché européen dont elle ne veut absolument pas sortir et qui en France se traduit par la loi NOM qu'il faudrait abroger. Ouais, là-dessus, je pense que vous êtes déjà pas mal sensibilisés. Donc non, on ne va pas sortir des énergies renouvelables avec 3 panneaux solaires et puis une centrale nucléaire en France. Si on arrive à la construire, si on arrive à la financer. Parce qu'on voit déjà comment ils gèrent la Tour Eiffel. La plupart des pays européens sont contre le nucléaire, donc on va faire comment? 3. Nous renforcerons les frontières européennes avec le triplement du nombre de nos gardes-côtes et gardes-frontières européens. Ah, on va encore embaucher du monde, ça va nous coûter de l'argent. À quoi ça sert si de toute façon, une fois que le migrant clandestin est sur le territoire, tu n'as pas le droit de l'expulser? Bon, c'est le festival, toutes les semaines, il y a un mec sous OQTF qui fait un attentat, qui fout des coups de couteau dans quelqu'un. Le droit européen, pour être plus précis, la Cour européenne des droits de l'homme, et je crois que c'est aussi dans le droit de l'Union européenne, interdit de pouvoir expulser les migrants. Ou alors il faut le faire un par un, au cas par cas, après une longue procédure. Mais on va mettre plus de gens aux frontières. Ouais. Et puis on va construire un grand mur aussi. Hein, voilà, il y en a qui ont ce genre d'idée. Hein. 4. Nous lancerons un grand plan Europe 2030 avec 1 000 milliards d'euros d'investissement dans l'énergie, les transports, le numérique, la santé et le spatial. 5. On va faire encore plus de dettes. Et là, tu as le 1 et le 4. Les 100 milliards pour l'industrie et les 1000 milliards, c'est dedans en fait. Donc il n'y a pas 6 points, il n'y en a que 5. Mais bon, on en rajoute un. C'est pour l'Europe puissance. Et puis alors là, le sommet, je pense, de la puissance internationale. Nous inscrirons le droit à l'IVG dans la Charte européenne des droits fondamentaux pour qu'il ne soit plus jamais remis en cause. 6. Nous protégerons...
Personne remet en cause le droit à l'IVG, en tout cas pas en France, en Europe après je sais pas. Ça c'est vraiment le truc, les événements qui se sont passés aux États-Unis dans certains États, qui déboulent comme ça en Europe, comme si c'était nos problèmes. Protégerons nos enfants sur Internet en mettant en place la majorité numérique à 15 ans, le contrôle parental par défaut sur les mobiles et la vérification systématique de l'âge pour l'accès aux sites Internet interdits aux mineurs. Je sais pas ce que ça veut dire la majorité numérique à 15 ans, t'as pas le droit d'aller sur Internet avant 15 ans? T'as pas le droit de toucher un objet numérique avant 15 ans? Sinon, bon. Les sites interdits aux mineurs limités aux moins de 18 ans, c'est déjà le cas, c'est déjà généralisé. Et le contrôle parental, c'est le problème des gens, c'est pas le problème de l'Union européenne. Mais voilà, s'intéresser à la protection des mineurs en ligne, un thème quand même assez qui ne touche pas vraiment au principe de subsidiarité de l'Union européenne, eh ben apparemment ça va permettre de faire une Europe puissance. La majorité à 15 ans pour le numérique, c'est l'Europe puissance. Ok? Bon, continuons. Ah oui, tiens, sur l'Europe puissance, c'est le fameux plan à 100 milliards d'argent public, donc européen, pour subventionner notre industrie de défense. La Pologne s'apprête à commander 1798 missiles auprès des États-Unis pour 3,7 milliards. Tout le merdier qui est expédié en Ukraine actuellement, ça sert à vider les stocks des Européens, qui est remplacé par du matériel américain, neuf. C'est aussi ce qu'avaient dit les États-Unis, genre Biden et d'autres avaient dit mais vous savez, quand on annonce des dons, enfin des financements pour l'Ukraine, des enveloppes débloquées, 100 milliards par-ci, 10 milliards par-là, oui, il faut savoir que l'argent reste aux États-Unis. Hein. Ça, c'était ce que Biden avait dit, j'avais d'ailleurs montré l'extrait. Et l'argent, il reste aux États-Unis. On envoie du vieux matériel qui est dans le stock, qui de toute façon a une date de péremption, il faut qu'on s'en serve, et c'est renouvelé par du matériel neuf, dernier cri, pour nous, pour assurer notre défense. Et le vieux stock sert au moins à quelque chose. Voilà. Donc, mais c'est pour l'Ukraine. Et il se passe la même chose d'ailleurs en Europe, où les stocks sont vidés. Le vieux matériel soviétique des pays de l'Est est expédié en Ukraine, c'est parfait, ils sont formés. Et ensuite, pouf, on va pouvoir mettre tout ce beau monde aux normes OTAN. Et ils achètent quoi? Du matériel américain, de Corée du Sud aussi. Ils achètent pas français, hein. Ils achètent pas européen. Donc on va financer la Pologne pour qu'elle achète du matériel américain, et c'est déjà le cas. Mais c'est pour l'Europe puissance, bien entendu. Alors, autre dinguerie, Valérie Hayé nous explique qu'avec son plan Marie Curie, je veux inventer le vaccin contre le cancer et le remède à Alzheimer, renforcer la recherche sur l'autisme. Ouais, ça expliquerait pas mal de choses sur l'entêtement européiste d'ailleurs, mais bon, eux il paraît qu'ils sont normaux. On pourrait peut-être renforcer la recherche sur la stupidité des européistes, voir un peu comment on en est arrivé là. Il y a un problème pathologique. Je veux une Europe de la santé et du savoir au service de tous les Européens. Je veux, Yaka, Faucon. C'est la liste au Père Noël? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et on voit aussi l'arrogance de cette personne. Je veux inventer le vaccin contre le cancer. Elle prend du fric dans ta poche, qu'elle emprunte d'ailleurs à d'autres, et que tu devras rembourser, mais c'est elle qui aura inventé le vaccin. N'importe quoi, enfin. Tout ça va finir dans la poche d'industries pharmaceutiques qui ont déjà été rincées d'argent avec la campagne vaccinale et les fameux contrats dont on ne connaît toujours pas les prix. Hein. Et on va recommencer. Il n'y a pas de mal. L'Europe de la santé, biogarant, fleuron du médicament français, va-t-il être vendu à un laboratoire indien? Hein? Bah oui, ce serait con ça. Oh, la libre circulation des marchandises et des capitaux, ça permet pas d'avoir une souveraineté sanitaire. Hein. Aujourd'hui, la production des médicaments a été délocalisée en Inde. C'est un vrai problème d'ailleurs parce qu'au niveau traçabilité, ça pose un risque. En Afrique notamment et dans certains pays d'Asie moins favorisés, vous avez des médecins qui sont obligés de tester les médicaments avant de les donner aux patients. Ils testent les boîtes, les lots au moins, pas cachet par cachet, tu vois. Mais ils sont obligés de tester pour savoir s'ils donnent vraiment un médicament à une personne qui en a besoin. Parce qu'il y a énormément de contrefaçons qui circulent, tout ça est fabriqué en Inde. Vous savez aussi qu'il y a des problèmes sur Internet autour de la vente de produits comme le Viagra ou les compléments alimentaires pour sportifs ou ce genre de conneries. Certains produits qui sont d'ailleurs interdits à la commercialisation en Europe et en France, qui passent par Internet, qui sont fabriqués en Inde. Et il y en a qui te fabriquent un peu n'importe quoi, tu vois. Ça, on va pas remettre en cause, donc. On ne remet pas en cause la libre circulation des marchandises, des capitaux qui font que des entreprises indiennes, chinoises peuvent comme ça capter des marchés, racheter des entreprises, délocaliser. C'est pas un souci, mais on va faire l'Europe de la santé, c'est-à-dire un machin qui taxe et qui distribue l'argent à des entreprises privées qui sont parfois des entreprises américaines, européennes, chinoises, japonaises, on s'en fout parce qu'il y a un principe de non-discrimination dans le soutien public.
On continue dans les dingueries. Donc là, elle nous détaille son fameux plan d'investissement massif de 1000 milliards, transport, santé, faillite, voilà. C'est un plan d'investissement massif, effectivement, de 1000 milliards d'euros pour investir dans les secteurs qui sont absolument stratégiques, qui nous permettront de ne pas décrocher, mais en plus d'être leader dans le monde. C'est un investissement dans les transports pour engager la transition environnementale et des transports plus verts. C'est l'investissement dans les énergies et notamment le développement du nucléaire. C'est l'investissement dans le numérique pour ne pas être sur le chemin de la révolution de l'intelligence artificielle. C'est aussi un grand plan d'investissement pour notre santé, pour la santé des Européens. Moi, je suis convaincue que si on met de l'argent sur la table, si on met nos chercheurs ensemble, l'Europe peut être le continent qui crée le premier vaccin au monde contre le cancer. Et donc, c'est tous ces éléments-là, en investissant massivement dans les secteurs et les industries qui sont stratégiques, en ramenant la production d'éléments stratégiques sur notre territoire, la production des batteries pour les voitures électriques, la production des médicaments, qu'on pourra relever le défi de la compétition internationale. Voilà, alors tout ce qu'elle a dit, en fait, c'est « je vais distribuer de l'argent public ». Les transports plus verts, c'est les subventions aux bagnoles électriques, qui d'ailleurs, comme on va le voir, sont majoritairement produites en Chine. Le nucléaire, là aussi, on va y revenir, ils ont torpillé ça, mais bon, on va en parler un peu plus loin. La santé, on en a parlé, c'est juste, je vais prendre des sous, je vais les distribuer comme ça dans divers plans, et puis c'est censé générer de la croissance. Ah, si ça marchait comme ça. Alors 1000 milliards, évidemment, c'est un chiffre qui claque. Comme ça, sur le papier, ça fait très bien, ça se vend bien, si j'ose dire. Mais concrètement, cet argent, on le trouve où ? Vous proposez, vous, un emprunt mutualisé. Est-ce qu'on n'est pas déjà assez endetté comme ça, Valérie ? Alors je pense que les 1000 milliards d'euros, ils peuvent être financés par 3 leviers. Effectivement, un nouvel emprunt en commun, c'est de l'investissement pour l'avenir. On parle d'investissement dans les secteurs stratégiques qui nous permettront de continuer à jouer un rôle majeur dans la compétition mondiale et qui nous permettront de créer de la croissance et de l'emploi. Alors non, parce que ces subventions, comme je le disais, elles ne sont pas liées au fait d'être dépensées en Europe. Il y a un principe de non-discrimination qui s'applique. Et donc, si une entreprise américaine veut être subventionnée en Europe, eh bien, voilà, le fric ira à cette entreprise. Si une invention est faite sur fonds européens, demain, l'entreprise qui a reçu les fonds peut très bien délocaliser. Il n'y a aucun problème. Le brevet peut très bien être acheté aussi par une entreprise américaine, ça s'est vu, ça déjà. Ou des connaissances payées sur fonds européens à coups de millions, de milliards. À la fin, quand il y a un truc qui est inventé, ah hop, on rachète, ça c'est à nous. Terminé. C'est beaucoup plus simple en fait. Il faut laisser les autres chercher puis racheter ce qui marche. Pour l'Europe. Donc l'idée d'un emprunt, c'est aussi aller faire payer ceux qui ne paient pas aujourd'hui leur juste part d'impôts. Ce sont les géants du numérique, Apple, Amazon, qui aujourd'hui paient moins d'impôts que le boulanger du coin. C'est inadmissible, il faut qu'ils contribuent au budget commun. Bon, il n'y a pas les deux autres points, mais on va s'en passer parce que de toute façon, c'est de la dinguerie. Elle nous refait le coup de la fameuse taxe GAFAM sur les géants du numérique. On se croirait revenu en 2017. Vous vous souvenez de cette blague-là, hein, la taxe GAFAM. Il me semble qu'il y a un parti qui s'appelle En Marche qui l'avait mis en place en 2017 ou 2018. Ça a duré 1 an. Je vous invite à retourner voir cette vidéo, hein, le futur scandale de l'impôt mondial sur les sociétés, octobre 2021, où on parlait justement de cette fameuse taxe GAFAM que je ne vais pas vous refaire toute la vidéo, je vous invite à aller la revoir, et justement je comparais avec un boulanger, c'était ici. La taxe GAFAM, elle est restée 1 an en place. Les GAFAM, la plupart des boîtes américaines l'ont répercuté dans leurs tarifs. La filiale française du géant américain du e-commerce a annoncé qu'ils allaient revoir à la hausse ses frais de vente, après le vote par le Parlement d'une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires dans l'hexagone des géants du numérique. Cette augmentation s'appliquera à partir d'octobre. Voilà, les GAFAM ont répercuté la hausse sur les clients. C'est comme ça, tu payes. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? C'était à l'époque où Trump était encore président. Le président Trump ne semble pas avoir renoncé à taxer le vin français en rétorsion à la taxe sur les GAFA adoptée en juillet à Paris. Trump s'en est d'ailleurs vanté là, au cours de sa campagne. Il s'est foutu de la gueule de Macron sur le thème « Je l'ai appelé, je lui ai dit le vin français, on va taxer du coup. »« Ah non, ne fais pas ça, Trump, non, non. » Donc Macron a fait prout et il a retiré sa taxe GAFA l'année suivante, ou plutôt il l'a suspendue. Une telle menace sur le vin ne pouvait être ignorée, si bien que Macron a promis de supprimer la taxe lorsqu'un accord aura été trouvé au niveau de l'OCDE. Elle a été suspendue de l'année suivante. Mais les GAFAM ont quand même augmenté leurs tarifs. Et
Le vrai scandale, c'est qu'il y a plus encore, tout ce qui aura été versé par les entreprises en excédent par rapport à la solution internationale viendra en déduction pour les entreprises. On va leur rembourser la taxe GAFAM. Donc on les a taxés, ils ont répercuté sur les clients français, donc en fait c'est les Français qui ont payé, les entreprises françaises clientes des GAFAM qui ont payé la taxe. Mais qui va être remboursé ici? C'est les GAFAM. Tout ce qui est versé par les entreprises en excédent par rapport à la solution internationale, c'est remboursé. C'est merveilleux, hein? Ils ont réussi à taxer les Français pour financer les GAFAM. Quant à la solution trouvée au niveau de l'OCDE, je vous laisse aller voir ce que c'est formidable. Je résumais ça ici. C'est l'histoire de Bruno Le Maire qui a signé un statut d'exception pour les multinationales, les exonérant de tout impôt sur les bénéfices. Et il veut faire passer ça pour une lutte courageuse contre l'évasion fiscale visant à faire payer leur juste part d'impôts à ces entreprises. Je vous invite à aller voir ça, je la mettrai peut-être à la fin de cette vidéo dans les encarts. C'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Et donc elle nous ressort ce truc, on va faire payer leur juste impôt aux GAFAM. Je me souviens d'ailleurs que l'Union européenne avait taxé Apple. Ils avaient condamné Apple pour pratiques fiscales déloyales ou je sais plus quelle ânerie. Et c'était justement avant certaines élections européennes, je sais plus lesquelles, je crois que c'était 2019. Et Apple avait été condamné à rembourser à l'Irlande je sais plus combien de milliards d'impôts au prétexte qu'il y avait eu un accord fiscal trop avantageux ou je sais pas quoi. Et donc l'Union européenne avait fait ses choux gras de ce truc-là en disant « Vous avez vu, on s'est tapé du poing sur la table, on lutte contre l'évasion fiscale, voilà. » Et puis quelques temps plus tard, il se trouve que Apple, accompagné par l'Irlande, a fait valoir qu'ils avaient tout à fait le droit de faire un arrangement fiscal entre eux, et que tout ça était légal, et que Apple avait rien à payer. Et ils n'ont rien payé. Voilà. Je vous inviterai à aller voir ça si ça vous intéresse. Alors, on enchaîne avec notre ami Bruno, justement. Alors là, ça bat des records. Bruno a vraiment pété tous les plafonds de la connerie. Vous allez voir qu'en 30 secondes, on va pas tout voir, hein, ça dure 2 minutes, c'est 30 secondes, vous allez avoir le plus gros tas de conneries condensées en très peu de temps. Et évidemment, c'est retweeté par Thierry de Cabarrus, il est génial ce mec. Le boomer originel. On va l'écouter. La totalité de ce qu'il affirme est faux, et même il reproche, enfin, on pourrait l'accuser de ce qu'il reproche ici au Front National. Préparez-vous mentalement. Nous, contrairement à Marine Le Pen, nous ne bazardons pas notre industrie automobile, nous inventons l'industrie automobile de demain. Mais la réalité de tout cela, cette façon de dire qu'ils ne veulent pas de nucléaire, qu'ils veulent rester aux véhicules thermiques, que l'euro leur inspire de la méfiance. Ce qui leur inspire réellement de la méfiance, je vais vous dire ce que c'est. C'est la France et c'est des Français. Parce que le Rassemblement national ne croit pas dans la France et croit encore moins dans les Français et que c'est le parti de la grande capitulation nationale. Vous vous rendez compte du niveau d'hypocrisie de ces gens? Il est membre d'un gouvernement de Macron qui expliquait à la télé il n'y a pas longtemps qu'il n'y a pas de culture française, que la France ça n'existe pas, que c'est le passé, que c'est l'Europe l'avenir. Ça c'est écrit besoin d'Europe là. Hein. Alors on va reprendre un petit peu tout ce qu'il dit, ce n'est que des conneries. Nous, contrairement à Marine Le Pen, nous ne bazardons pas notre industrie automobile, nous inventons l'industrie automobile de demain. Il me semble que Marine Le Pen n'a jamais été au pouvoir de quoi que ce soit, à part peut-être d'une petite ville qu'elle aura gentiment coulée, ça j'en sais rien. Mais elle n'est pas responsable de ce merveilleux succès qui est le déclin colossal de la production automobile en France, notamment depuis l'arrivée de l'euro. Donc là on est chez Elucide qui a sorti une grande analyse sur ce sujet. Et on va voir ce qu'il en est, et depuis quand c'est le désastre. Férocement concurrencés sur leur précaré suite aux ouvertures imposées non seulement par les accords de libre-échange du GATT puis de l'OMC, mais aussi par la mondialisation et les règles européennes, les constructeurs français ont donc cédé aux sirènes de la conquête de marchés extérieurs et de la délocalisation, y compris pour des véhicules destinés au marché français. La part de la production en France des constructeurs français est ainsi passée de 65% à 18% en 25 ans. Voilà. 65% des voitures fabriquées par des constructeurs français l'étaient en France, en 97, et puis on voit le joli toboggan de l'euro et de la mondialisation heureuse, et on termine à 18%. Les constructeurs ont multiplié les implantations dans de nombreux pays, notamment d'ailleurs au niveau européen, pour profiter des bas coûts de main-d'œuvre et approvisionner d'autres marchés locaux, mais aussi, et c'est là le pire scandale, le marché français. Et on peut voir qu'il y a eu beaucoup de délocalisations intra-européennes, en Espagne et dans les pays de l'Est, Slovaquie, Pologne.
S'en est logiquement suivi une tragique diminution d'emplois dans l'industrie automobile. Environ 2 tiers des emplois ont été perdus. Sans compter d'ailleurs que la France est contributrice nette de l'Union européenne. On subventionne des pays qui captent des entreprises qui ont délocalisé de France vers ces pays-là. Il y avait eu un scandale au niveau, d'ailleurs, en Pologne, où des fonds européens avaient servi à financer la délocalisation d'une entreprise française de lave-linge, il me semble. C'était pas Whirlpool ou un truc comme ça. C'est l'européen, c'est merveilleux, c'est pour l'industrie. Nombre d'emplois salariés, c'est un effondrement, plus que divisé par 2 depuis les années 75. Alors depuis que c'est l'euro, effectivement, c'est divisé par 2. Autre conséquence a été la dégradation massive de notre solde commercial. L'industrie automobile a toujours été un des piliers de l'économie française et elle générait encore en 2004 un excédent commercial record de 20 milliards, en valeur 2023 représentant 80% de l'excédent commercial cette année-là. Aujourd'hui, elle génère le même montant, mais cette fois en déficit. La rupture a été massive et très rapide à partir de la crise de 2008 et l'explosion des importations de véhicules a ainsi causé un trou de 40 milliards dans notre commerce extérieur. Voilà, donc Bruno Le Maire, il est en poste depuis cet endroit à peu près sur le graphique, et c'est le toboggan. C'est pas la faute de Marine Le Pen là. Le développement du libre-échange, la mondialisation, l'élargissement de l'Union européenne a eu raison de cet élément majeur, l'industrie automobile, de notre force commerciale, comme ils ont eu raison d'une large part de notre production industrielle. Cette politique forcenée de désindustrialisation qui célébrait avec force le projet d'entreprise sans usine a ainsi dégradé la situation de l'emploi et gravement mis en péril la souveraineté et donc la sécurité économique de notre pays. Allons un peu plus loin sur la question de l'automobile de demain que ce gogol prétend inventer, c'est les bagnoles électriques ultra subventionnées. Les ports de Belgique débordent actuellement de bagnoles électriques chinoises. On en a désormais qui stationnent ici pendant un an et demi, du fait des surcapacités productives de la Chine, qui inspirent à capter la part du marché européen du véhicule électrique. Anvers et Zeebrugge sont saturés. Vous avez vu un peu la gueule de cette photo ? Tout ça, c'est de la bagnole. Alors, c'est pas en Belgique. Des milliers de voitures, tout juste sorties des usines locales, donc en Chine, garées sur les quais du port de Yantai, en vue d'être exportées vers les marchés étrangers. Ce qui se passe actuellement, c'est que la Chine a créé des surcapacités de production de voitures, notamment pas seulement thermiques mais aussi électriques, et donc maintenant il s'agit de trouver des débouchés. La Chine inonde le monde de ses bagnoles. Manque de navires. Le manque de navires a empêché la Chine d'exporter davantage. Les Chinois construisent des voitures beaucoup plus rapidement que des navires. Cette situation commence à changer. Le constructeur automobile chinois comme BYD et Chery, ainsi que les compagnies maritimes européennes et singapouriennes qui transportent les voitures pour eux, ont passé la quasi-totalité des commandes en cours dans le monde. Actuellement, 170 navires de transport de voitures. La quasi-totalité des navires qui sont actuellement en construction, c'est pour transporter les voitures de Chine vers l'Europe ou les États-Unis. Ça va bien se passer, Avant le boom des exportations automobiles chinoises, seuls 4 navires par an étaient commandés. Est-ce que vous avez une idée un peu de la vague de bagnoles chinoises qui va nous tomber sur la gueule ? Je ne sais pas si vous avez vu la voiture Xiaomi à 28 000 €. Je ne mettrai pas des images, vous irez voir par vous-même, mais ça tient plutôt bien la route apparemment. Elle ne sera pas à 28 000 chez nous. Elle sera vendue à 40 000, mais avec un bonus écologique de 12 000, vous en faites pas. Le mépris de dire les petits jaunes là au bout, ils fabriqueront nos t-shirts et toutes nos merdes et nous on va garder les produits de haute technologie, de pointe, à forte valeur ajoutée. Oui, ça a bien marché. Ils n'ont pas de cerveau, ils ne sont pas mis à faire des trucs corrects, bien sûr que non. Alors notre super Bruno Le Maire, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? La fameuse vallée de la batterie. C'est comme ça qu'il invente l'automobile de demain. On va faire une pièce à un endroit. Grâce à l'implantation prévue de 4 gigafactories, ce seront près de 20 000 emplois qui devraient être créés dans le nord de la France. Vous n'en verrez pas la couleur. Tout ça, c'est de la promesse à l'emploi pour permettre d'obtenir des subventions. L'entreprise AAC, l'une des entreprises qui s'est installée là-dedans, elle a investi 7 milliards d'euros et prévoit une usine en Allemagne et une autre en Italie. Elle a reçu 1,3 milliard d'euros d'aides publiques françaises et allemandes. Ces gens sont payés pour mettre leur usine en France. D'ailleurs, ils mettent les pays en concurrence pour obtenir le plus de fric possible. Et ils prétendent qu'ils vont embaucher plein de gens, etc. Mais à quoi ça sert de faire des batteries pour des bagnoles ? Tout va être délocalisé en Chine, c'est déjà le cas. La Chine, aujourd'hui, maîtrise la quasi-totalité de la production des matières premières et du raffinage des terres rares qui sont nécessaires pour les batteries. Vous pensez qu'ils vont vous les vendre
pour que vous fabriquiez des batteries en Europe? Non. Non, ils vont faire les batteries chez eux, ils vont assembler les voitures chez eux, et ils vont vous les expédier. Vous en faites pas. Donc, c'est des batteries pour bagnoles, il n'y aura plus d'industrie à un bout pour utiliser ces batteries, et à l'autre bout, on n'a pas les matières premières pour les assembler. Ça sert à quoi de faire des usines? Ça sert à rien du tout. Alors, il y a d'autres technologies qui ne reposent pas forcément sur des matières premières captées par la Chine, mais en tout cas, ils veulent, je ne sais plus où c'était indiqué, voilà. L'ambition affichée est grande, mais les défis qui l'accompagnent le sont tout autant. La France vise à être autonome en production de batteries d'ici 2027 pour fournir son industrie automobile. Il n'y en aura plus. C'est facile d'être autonome quand la demande, c'est 0 batterie. Et évidemment, toutes ces bagnoles chinoises vont arriver sur le marché européen, seront éligibles aux subventions européennes pour les transports de demain verts et décarbonés. Hein, leur connerie là. Donc tout ça arrivera en Europe et il n'y aura aucune rétorsion. On n'a pas le droit, c'est pas bien. Il faut rester ouvert sur le monde. Ah, d'ailleurs, en parlant d'être ouvert sur le monde, petit problème avec Valérie Hayé, elle a été piégée. Valérie en Mayenne, prise en photo avec des néo-nazis. Il s'agit évidemment d'un piège. On va voir un peu la gueule du piège. Le piège était quand même pas très finot. C'était en marge d'un rassemblement de néo-nazis, qui d'ailleurs avait défrayé la chronique, donc le fait qu'elle soit pas au courant pose un petit souci. Et des mecs, crâne rasé, polo le long style ou je sais plus quoi là, bref, t-shirt The White Race, ça se voyait quand même qu'il y avait peut-être un petit souci en termes d'image, il y a une symbolique rappelant les heures les plus sombres de notre histoire. Alors bon, je veux bien quelqu'un t'aborde dans la rue, ça doit pas lui arriver souvent. Et elle s'insurge, c'est un piège, elle dénonce des pratiques scandaleuses, ce sont des méthodes indignes de l'extrême droite et ouin. Je condamne de toutes mes forces et je combattrai sans relâche, sauf quand c'est en Ukraine. Quand c'est en Ukraine, ça pose moins de problèmes. Dans le sud de la Creuse, l'armée française a entraîné des néo-nazis ukrainiens au combat. L'un d'entre eux portant même l'emblème SS tatoué sur la tempe. Mais il n'y a pas de nazis en Ukraine, il n'y a aucun problème de néonazisme en Ukraine, absolument pas. D'ailleurs, les fameuses valeurs européennes, c'est aussi faire des petits câlins à Stefan Chuk, qui est président du Parlement ukrainien, qui est l'un des têtes pensantes du parti politique de Zelensky, c'est un des proches de Zelensky, donc président du Parlement. Il a déclaré que quiconque poserait des questions sur la légitimité de Zelensky, dont le terme du mandat a expiré, sans nouvelles élections, serait un ennemi de l'Ukraine. Donc Stefan Chuk aussi est dans le même cas, lui aussi il est en dehors de son mandat, ils ont dépassé la date, hein, c'est comme les fruits périmés, il faudrait peut-être les changer. Donc depuis le 25 mai, Zelensky est actuellement en dehors de son mandat. Il aurait dû y avoir des élections présidentielles. Elles ont été annulées. Et ça, c'est les valeurs démocratiques que nous partageons avec l'Ukraine. Hein, ils ont interdit les opposants. Ils ont interdit tout un tas de médias. Dans le Parlement, les décisions se prennent à huis clos. Il n'y a qu'un seul média autorisé à couvrir le Parlement, et c'est la télé publique. Mais c'est les valeurs européennes. C'est le progrès. Il y a carrément des rapts d'Ukrainiens dans les rues pour les envoyer dans l'usine à viande. C'est pour la défense de la démocratie européenne, hein, tout ça. Voilà. Mais par contre, je condamne l'extrême droite, ouin. Par contre, envoyer des gamins dans le hachoir à viande en Ukraine, ça c'est pas un problème. Pour rester dans le thème extrême droite, il y a eu aussi un petit bug dans la matrice, dans le fameux discours de Valérie Hayé, comme prétendant combattre l'extrême droite, puisque le dirigeant d'extrême droite, Geert Wilders, annonce un accord pour former un gouvernement de coalition. Il est arrivé en tête lors des élections législatives en novembre dernier, mais il ne sera toutefois pas Premier ministre. Il a un petit peu baissé son froc pour pouvoir quand même faire un gouvernement avec d'autres partis. Au total, 4 partis de droite devraient former la coalition. Le PVV de Geert Wilders, donc les méchants d'extrême droite et anti-islam, c'est un peu une ligne. Un peu comme Reconquête ou le Front National avant 2017, quoi. Voilà, donc il y a le PVV, il y a le Parti Anticorruption, Parti Libéral VVD et le Parti Pro-Agriculture BBB. Un jour historique, blablabla. Alors juste une petite incise pour attirer l'attention des gens qui ont peut-être des espoirs de changement autour du renoncement national ou de Reconquête, puisque comme d'habitude, ce type de parti est très critique quand il s'agit de se faire élire sur l'Union européenne, la migration ou la guerre en Ukraine, mais quand il s'agit de former des gouvernements et de prendre des postes, bah là tout d'un coup on apprend à fermer sa gueule. Dans le paragraphe sur les affaires étrangères, il convient de noter que le soutien des Pays-Bas à l'Ukraine n'a pas été modifié.
alors que Geert Wilders avait régulièrement affirmé durant la campagne électorale qu'il souhaitait stopper les livraisons d'armes à Kiev. De la même façon, le document précise que les Pays-Bas restent un partenaire constructif au sein de l'Union européenne, ce qui va à l'encontre des positions eurosceptiques du dirigeant d'extrême droite qui avait annoncé vouloir réduire les paiements néerlandais à l'Union. Toutefois, les Pays-Bas sont très critiques à l'égard d'un nouvel élargissement de l'UE, écrivent les 4 parties dans leur feuille de route, faisant directement allusion à une éventuelle adhésion de l'Ukraine. Donc apparemment, tout le monde a quand même peut-être mis un peu de l'eau dans son vin, mais il y en a un qui a baissé son froc un peu plus que les autres, et donc il est hors de question de sortir de l'Union européenne. On continue de livrer des armes à l'Ukraine et de payer pour ces conneries. Nouvelle crise de nerfs de Valérie Hayé. Ouin, je tiens à communiquer ma désapprobation totale et ma vive inquiétude quant à l'évolution des discussions autour de la coalition gouvernementale aux Pays-Bas. De quoi tu te mêles? T'es qui? Le PVV est à l'opposé de ce que nous défendons sur les valeurs, l'état de droit, l'économie, le climat et bien sûr l'Europe. Je ne sais pas si la guerre en Ukraine correspond à sa vision du climat, je ne sais pas si tout ça correspond à ses valeurs sur l'état de droit, mais bon, là, il n'y a pas de problème. C'est en Ukraine, on nous dira que c'est un piège. On se fait photographier avec des néo-nazis, c'est un piège, donc là aussi, on n'avait pas vu qu'il y avait autant de problèmes en Ukraine, qu'il y avait de la corruption et des néo-nazis. Non. Bref, restons sur Geert Wilders. Une entente avec un tel parti revient à se mettre en dehors des valeurs que nous portons. La compromission avec l'extrême droite n'est pas acceptable, je m'y suis toujours fermement opposé et je continuerai à le faire au Parlement européen. Et alors là, c'est quand même drôle, je réunirai l'ensemble des partis membres de notre groupe dès le 10 juin. Les élections, c'est le 9. Elle considère que son poste au Parlement européen est acquis. Elle sait déjà que le 10 juin, elle va réunir les membres de son groupe. Ils vont lui dire, au fait, t'es qui? C'est ta gueule, quoi. Tu vas pas aller engueuler des députés européens pour des questions de formation de gouvernement aux Pays-Bas. Mais occupe-toi de tes affaires. T'es qui? C'est dingue. Ça, c'est juste un petit mot au niveau français, mais personne n'est au courant de que Valérie Hayé va te convoquer pour demander des comptes à ce parti des Pays-Bas qui a fait un compromis avec l'extrême droite. Oui, parce que j'ai oublié de préciser que l'un des partis qui a fait alliance avec le PVV, avec les méchants, est dans le groupe parlementaire de Valérie Hayé. Donc ça pose un peu problème par rapport à son discours anti-extrême droite. Avant d'aller plus loin sur ce sujet, il y a un truc qui m'a fait marrer. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette histoire du politicien allemand qui s'est filmé en train de lécher les chiottes. Ah, il lèche les toilettes, il lèche les brosses. C'est un espèce de dégénéré complet, complètement scatophile. Il s'est aussi filmé en train de se foutre un truc dans le cul en chantant l'hymne allemand, je crois. Il s'est aussi couvert de merde. Il faisait la petite moustache d'Hitler en merde et il s'est grimé en Hitler caca. Alors pourquoi je vous parle de ce type? Parce qu'il est membre du FDP, ce qui ne veut pas dire ce que vous pensez, mais Free Democratic Party. Et ce parti est aussi dans le même groupe à l'Union européenne que Valérie Hayé. Alors ce candidat n'était pas candidat aux européennes, il a été candidat sur des élections locales, voilà, mais ça pose quand même un petit problème. Je trouve ça assez symbolique du genre de dégénéré qu'on peut trouver autour des centristes européens. Donc à la fois le FDP, le Parti libéral des Pays-Bas qui fait alliance avec l'extrême droite, tout ça se retrouve au niveau européen dans des partis européens qui sont en fait des groupes parlementaires. Et c'est le grand mensonge en fait autour de ces élections européennes, c'est-à-dire que tu as des candidats qui font campagne sur des thèmes nationaux. Ils en ont rien à branler de l'Europe, ils vous en parlent jamais. Ils vous parlent un peu de l'Union européenne, mais ils vous parlent jamais de ce qui se passe dans les autres pays européens et de leurs problèmes et de leur façon de voir les choses. Et on voit par exemple qu'aux Pays-Bas, la manière dont fonctionne le gouvernement fait que l'alliance avec l'extrême droite n'est pas perçue de la même manière qu'en France, pour des partis qui sont sur le même spectre politique. Donc là, un parti de centre-droit, qui serait l'équivalent de En Marche, n'a pas vu de problème, ou en tout cas a fait un compromis avec l'extrême droite aux Pays-Bas, alors qu'en France, c'est le parti caca, on n'y touche surtout pas, on s'en sert pour se faire élire, voilà, c'est autre chose. Donc vous voyez déjà là autour de ce thème symbolique de la compromission avec l'extrême droite, comment il peut y avoir des différences de point de vue.
vous imaginez ce qui peut se passer sur le reste. Donc c'est le grand mensonge autour des élections européennes qui se joue sur des thèmes nationaux. Voilà, on te parle du nucléaire alors que la plupart des pays européens sont opposés ou n'ont pas les mêmes enjeux que la France autour du nucléaire. Et la France va donc élire, le 9 juin, 12% du Parlement européen. Et au sein de ces 12%, vous aurez des membres du Renoncement national, de En Marche, de Glucksmann, ça va être un peu l'auberge espagnole. Et ces 12% vont donc se segmenter en fonction de la coloration politique, et ils vont rejoindre des partis européens, qui sont en fait des groupes parlementaires, dans lesquels on va retrouver des gens qui ont plus ou moins les mêmes idées, mais comme ils sont empreints d'enjeux nationaux, vous pouvez avoir des disparités énormes, en fait. Il y a parfois plus de différences au sein des partis européens entre les différents membres de pays différents, plutôt qu'entre les partis d'un même pays. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre un petit peu l'explication. Je veux dire par là que vous pouvez avoir des votes extrêmement différents au sein de ces partis européens. Le Renoncement national fait essentiellement campagne sur le thème on va changer l'Europe de l'intérieur, ça va être la grande vague des gens qui veulent une Europe moins bureaucratique et je ne sais pas quoi. Sauf que les conceptions que le Renoncement national a de l'UE ne sont pas forcément partagées par des partis qui seraient équivalents dans les autres pays et qui vont se retrouver dans le même groupe au Parlement européen. Et on avait vu ça par exemple dans les votes autour du traité sur le Mercosur, où dans le groupe AD auquel appartient le Renoncement national, tous les membres de ce groupe ont été pour le Mercosur. Et il n'y a que le Renoncement national qui avait voté contre. Donc à la fin, à quoi tu donnes de la force quand tu vas voter pour les élections européennes ? Pour une fraction d'une fraction d'un truc où à la fin, les enjeux nationaux sont tellement divers qu'il est impossible d'avoir une politique cohérente au sein du Parlement. Il n'y aura jamais de majorité de rien. Ni en termes de coloration politique vague, de partis centristes ou de partis de gauche ou de partis de droite ou d'extrême droite. Donc déjà, vous n'avez pas de majorité pour ces groupes au sein du Parlement, mais dans les groupes, vous avez énormément de disparités. Donc à la fin, tu obtiens un espèce de bordel où il est impossible, en fait, pour les députés européens de mener une quelconque politique. Ces gens ne servent à rien, et effectivement, ils sont payés de 15 000 balles par mois, plus prime de présence, plus prime de ceci, prime de cela, chauffeur, et j'en passe. Mais bon, ça permet de se faire élire et de donner des postes à des gens qui sont totalement incompétents, parce qu'effectivement, Valérie Hayé, si elle devait être payée pour son travail, elle gagnerait pas très bien sa vie. Qu'est-ce qu'on a ici ? Grosse ambiance lors du meeting de Valérie Hayé. Allez les jeunes, c'est pour l'Europe, on va s'enflammer. Avec des vieux, c'est un truc de boomer. T'es chez En Marche. Je suis le choix de la jeunesse et de l'audace. Non, meuf, c'est... Aucun jeune ne vote pour vous, faut arrêter. J'ai besoin de vous pour tracter, pour coller, pour discuter et pour convaincre. Bah, même ça, elle le fait pas elle-même, c'est une honte. J'ai besoin de vous, partout sur le terrain. J'ai besoin de vous, à mes côtés, pour répondre aux craintes, aux doutes, aux inquiétudes des Français. J'ai besoin de vous, oui, pour parler d'Europe, de ce que fait l'Europe et de ce qu'elle doit faire demain pour nos enfants. J'ai besoin de vous pour faire aimer l'Europe. Mes amis, j'ai besoin de vous, sans relâche, chaque jour durant les 100 prochains, pour faire entendre aux Français combien nous avons besoin d'Europe. L'Europe a besoin de vous. C'est consternant. Et t'as une équipe, ça c'est vraiment sectaire. Tu leur racontes n'importe quoi, ça ne veut rien dire, c'est juste une suite d'éléments de langage. Ils sont là, ouais, petit drapeau, mais c'est génial. J'ai aucun charisme, et c'est pire ici. Comme aux 4 coins de notre Europe. Voulez-vous laisser le champ libre aux partis de Le Pen, Meloni, Orban, Wilders ? Voulons-nous laisser l'Europe aux ennemis de l'Europe ? Mais ces gens sont morts à l'intérieur, en fait. Ils ont plus rien à dire, ils ont plus de projet, il y a plus d'âme. Voulez-vous laisser l'Europe aux ennemis de l'Europe ? Non ? Ok, bah, allez, 15 000 balles. Je sais pas, je pense qu'ils sont tellement pris dans la vacuité de leur vie, ils servent à rien, ils le savent, ils sont sous cacheton, ils picolent, et du coup, tu te retrouves avec ça.
Alors, comme elle est très nulle, ça c'était 100 jours avant les élections, et ils sont aperçus, non là vraiment on a fait fort, parce que prendre des tocards, d'accord, mais il y a des limites. Et donc du coup c'est Attal qui vient serpiller derrière elle. Oula, bonjour. Bonjour. Chérie, on a un problème. Bonjour. Alors bonjour. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une fête déguisée en fait. Oui, c'est l'anniversaire d'un des enfants. Bonjour d'abord, pardon, excusez-moi, c'est surprenant de me voir ici. On est chez le père Fouras. Ah, c'est énorme. Ah, on va faire du tractage. Le mec est Premier ministre, il a pas du travail celui-là. Il a pas du boulot lui. Donc voilà, c'est Attal. Attal est venu serpiller derrière elle parce que ça a été une catastrophe dans les sondages. Et donc ils sont allés toquer chez un mec trié sur le volet. Hein. Et tu nous simules un truc, on débarque à l'improviste à la fête des enfants, tu nous fais un petit truc sympa pour faire rêver les boomers. Et donc maintenant il fait aussi les meetings. Voilà, il n'y a plus Hayé. Hayé c'est fini. Le seul choix, quand on est pro-européen, quand on sait combien la France a besoin d'Europe et combien l'Europe a besoin de la France, tout en étant lucide sur les défauts, sur ce qui doit être amélioré, le seul choix qui vaille, c'est celui de Valérie Hayé et de sa liste. Et la seule question qui est posée dans cette élection, c'est dedans ou dehors. Dedans ou dehors de la PAC qui protège nos agriculteurs. Ah, dedans, dehors, dedans, dehors. On savait bien que leur programme politique consistait à nous la mettre. La PAC qui protège les agriculteurs, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines, sur la fameuse serre coûtant 600 000 balles de subvention pour faire 2 tonnes de tomates et qui en fait est un Disneyland pour bobos dans la banlieue parisienne et qui touche des subventions de la PAC, 20 000 balles par an, plus même 25 000 euros par an, sans compter les subventions européennes pour faire des conneries, les conneries de demain. Hein. Allez voir ça, c'est merveilleux. Dedans ou dehors d'une politique industrielle qui permet à l'emploi de se créer chez nous. L'euro a été à l'origine de la désindustrialisation en Italie, en France, en Espagne, et maintenant avec la guerre en Ukraine et puis le suicide européen qui est de se couper du gaz russe, c'est maintenant l'Allemagne qui va être désindustrialisée, qui va se faire rincer le cul parce que son énergie est trop chère et elle va se faire noyer par les voitures chinoises. Mais l'Europe nous protège, il n'y a pas de problème. Dedans ou dehors de l'euro, qui protège l'épargne des classes moyennes, l'épargne de nos retraités. Dedans ou dehors... Je n'ai pas encore regardé leur projet pour l'épargne européenne ou je sais pas quoi là, mais ils veulent voler votre argent. Hein. Ils voulaient taxer les rentes il n'y a pas longtemps. Hein, c'est le même Attal qui a dit on va faire un projet pour taxer les rentes. Les rentes de quoi vous parlez en fait? Vous voulez taxer le livret A? Dehors d'une politique ambitieuse pour tenir nos frontières et organiser la solidarité en Europe. Dedans ou dehors d'une politique qui permet d'agir contre le dérèglement climatique. Dedans ou dehors... Ils veulent lutter contre le dérèglement climatique, tout seuls, dans leur coin, tu sais. Le climat se limite aux frontières et évidemment, en faisant l'Europe, on va changer le climat du monde, évidemment. À coup de bagnoles électriques et de relocalisation industrielle. Ok. Dehors d'une politique de souveraineté et de puissance. Nous disons c'est dedans et ça restera dedans. Ouais, alors ça, c'est sûr qu'on l'a dedans. Je vous présente le con du mois. Il s'appelle Ambroise Méjean. On va l'écouter poliment et puis on va l'insulter copieusement. Quel est ton métier actuel ? Marcheur, quel est votre métier ? Là, je suis au chômage pendant la période de la campagne électorale. Donc, au chômage, je touche à peu près 2500. 2500 par mois, au chômage, pour faire la campagne de Valérie Hayé. Ouais, joli dérapage de Méjean. Alors que la Macronie multiplie les réformes pour réduire les droits et accentuer la pression sur les chômeurs, le président des Jeunes avec Macron, Ambroise Méjean, explique sur TikTok qu'il fait campagne pour les européennes tout en étant au chômage. Je touche 2005 par mois, précise celui qui figure en 20e position sur la liste menée par Valérie Hayé. Je pense que ça va continuer après le 9 juin, parce qu'en 20e position, vu le succès de cette liste, il y a peu de chances qu'il soit élu. Mais bon. Bien implanté en Macronie, son papa est le cousin d'un ex-ministre proche du président. On ne sait pas si le jeune homme est en recherche active d'activité. Hein, est-ce qu'il a envoyé des CV? A-t-il fait preuve d'une démarche active de recherche d'emploi ou est-il juste un putain d'assisté vivant des aides publiques? Voilà, donc au moment où Attal est en train d'ailleurs de nous vendre une nouvelle réforme du chômage, qui est en fait une tentative pour piquer l'argent des salariés, eh ben, tu as ce débile qui touche 2005 par mois d'assurance chômage. Faut y aller quand même, hein. Je sais pas combien il gagnait avant et ce qu'il faisait. 2005, d'accord. La réforme du marché du travail, qui a permis de créer des millions d'emplois, vous y êtes opposés.
La réforme du RSA qui affirme un principe simple. Si on veut pouvoir toucher son RSA, on doit avoir en face des activités d'insertion vers l'emploi. Vous avez voté contre. La réforme de l'assurance chômage en 2019 qui montre ses résultats, qui montre qu'elle permet d'inciter à la reprise d'emploi et que oui, il faut un modèle social qui incite davantage à l'activité au moment où partout sur le territoire, les entreprises nous disent qu'elles ont du mal à recruter. Vous avez été contre, vous vous y opposez de concert. Nous croyons que l'émancipation, elle passe par le travail, pas par les allocations en plus, pas par les impôts en plus. Mais qu'il est con, cri du cœur d'une huile macroniste qui s'adresse à Ambroise Méjean. Entre les lécheurs de cuvettes et les assistés qui font campagne sur l'assurance chômage, tout en prétendant d'ailleurs qu'il faut la raboter pour refoutre les gens au travail, il a qu'à aller bosser dans la restauration, celui-là, sur son temps libre. Il recrute en ce moment, en plus il est à Paris. Alors forcément, quand on est bête et incompétent, on patauge. Valérie Hayé ne parvient pas à s'imposer face à Jordan Bardella moqueur lors d'un premier débat. Ça c'était début mai, donc on a fait un autre débat et cette fois on a pris quelqu'un de compétent, quelqu'un d'un peu mieux quoi, pour parler. 2 semaines plus tard, nouveau débat avec Jordan et Gabriel Attal. Le mec n'est pas candidat. Il n'est pas candidat, mais il va faire un débat. Forcément, ça a fait grincer des dents. Je ne sais pas si vous aviez vu ce qu'en a dit d'ailleurs FX Bellamy. On va écouter parce que c'est drôle. Il chie un peu sur Caroline Roux qui est en PLS. Je voudrais commencer par vous dire que j'ai hésité à venir ce soir. Et je crois que ce qui s'est passé est en réalité le signe d'une crise démocratique assez profonde, qui finalement se révèle dans la mise en scène à laquelle nous avons assisté, parce que c'est une mise en scène. Qu'est-ce qui permet d'organiser... Merde. Alors là, au début, entre... elle est encore contente et souriante parce qu'elle pense qu'il commente le débat qui vient d'avoir lieu et dont ils ont été invités pour être les témoins. Les autres candidats sont là pour commenter le match entre la majorité présidentielle, en gros, puisque apparemment, c'est pas que Valérie Hayé, la majorité contre le RN, et c'est tout. Le reste, c'est du folklore, et donc on va les inviter, parce qu'on est obligé, puis on leur dit alors, vous en avez pensé quoi est-ce que vous allez voter pour Macron, du coup? Voilà, et donc là, elle sait pas encore ce qui va lui tomber sur la gueule. Qu'est-ce qui permet d'organiser la confrontation entre ces deux personnes? L'un est le Premier ministre, même pas la candidate. Ils s'en sont expliqués en début. Où est la Ils n'ont pas convaincu. Ils s'en sont expliqués en début. Non mais c'est même pas eux qui devraient s'en expliquer. Comment est-ce que vous les avez choisis? Comment est-ce que vous avez choisi d'organiser cette confrontation? Qu'est-ce qui vous permet de les avoir invités, eux? Est-ce que c'est les sondages? Les intentions de vote? C'est les intentions de vote qui permettent de faire ce choix? Mais alors dans ce cas, vous voyez, je plaide pas pour moi. Je dois dire que si on regardait les sondages, il aurait fallu inviter au moins Raphaël Glucksmann. Qu'est-ce qui permet d'expliquer qu'on se retrouve Vous allez quand même venir le 4 juin pour le grand débat sur France Télévisions. Mais bien sûr, parce que tous les candidats seront invités. Voilà. Mais tous les candidats seront invités, vous voyez quand même la différence. Ouais. Et tous les candidats seront là. Oui, Valérie Hayé. Moi, j'ai du respect pour Valérie Hayé, elle mène cette liste. Elle vous a manqué ce soir, Valérie Hayé. Mais sur attendez, le fond, qu'est-ce que vous avez retenu? Mais qui est tête de liste de la majorité sur le présidentielle? fond, qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce que vous avez vu deux visions de l'Europe qui se sont exprimées? Je voudrais juste qu'on s'arrête là-dessus parce que c'est quand même extrêmement grave. On nous a fait le coup déjà tellement de fois. En 2017, Macron-Le Pen. En 2019, Macron-Le Pen. En 2022, Macron-Le Pen. En 2024, à nouveau, on va nous expliquer que c'est ça le sujet. Vous parlez de quoi? Vous parlez du résultat des élections? Vous parlez du résultat des élections dans ces élections-là ou pas? Rien ne justifie que ce soir, le service public mette en scène ce débat. Rien. Ni les sondages et surtout pas la réalité du débat européen. On respecte l'équité du temps de parole. Vous êtes là ce soir avec nous. Est-ce que vous avez envie d'y participer ou pas à cette soirée? C'est très sympathique de nous inviter à commenter le débat. C'est l'expression que vous avez... Je vous ai proposé de le faire. Vous avez accepté de le faire. Je pense que vous avez dit ce que vous aviez à dire. Est-ce que maintenant ça vous intéresse de parler de votre projet ou pas? On va en parler. Parce que c'est maintenant le happening permanent, votre campagne. Non, pas du tout. Donc là, vous êtes venu faire un happening. Très bien, c'est fait, on a compris. Je suis venu essayer d'expliquer ce qui est en train de se jouer parce que moi, mon travail, c'est de montrer aux Français la réalité de cet enjeu européen. La vérité, c'est qu'il y a aujourd'hui plus de la moitié des Français qui ne se reconnaissent pas dans le débat, vous l'avez expliqué à l'instant, auquel on vient d'avoir lieu. Moi, je suis venu par respect pour eux, parce qu'ils ont le droit à la parole, en effet. Mais ces Français, ils ne sont pas invités à commenter un match qu'on a écrit à l'avance. Voilà, donc là, elle est complètement paniquée. Le voile de la pitrerie est en train de se déchirer sous ses yeux. Elle perd complètement le contrôle. On voit qu'elle agite la tête, elle se tourne vers l'autre. Ah, c'est les sondages, qu'est-ce qui se passe? La réalité, ah oui, on peut pas faire tout ce qu'on veut comme on veut, on peut pas chier sur les gens. Et alors, c'est allé plus loin parce que après ça a été le débat Macron-Le Pen, carrément. Après celui entre Attal et Bardella, le scénario ne passe pas dans les autres partis. Macron s'est dit prêt à débattre avec Le Pen avant le 9 juin.
mais sans souscrire aux conditions blablabla. Donc on te proposait de faire un débat pour les européennes avec 2 personnes qui sont pas candidats. Déjà, ça pose quand même problème d'avoir, comme il le disait, que Valérie Hayé soit comme ça mis sur le banc de touche. On remplace ça par Gabriel Attal qui est Premier ministre. On avait aussi un peu plus tôt, là, ici, on avait notre ami Bruno Le Maire, bon, je sais plus où c'était, qui vient faire des discours à la tribune sur son temps de travail de ministre. On voyait Gabriel Attal qui fait du porte-à-porte et du tractage pour un parti. Il est en charge du gouvernement français, du gouvernement de la République. Qu'est-ce qu'il fait à aller tracter pour un parti en particulier? Il n'a pas une politique à mener, il n'a rien à faire, il n'a pas du travail. Est-ce que c'est légal d'avoir des gens qui font campagne sur leur temps de travail de ministre? Il y a des règles d'ailleurs qui encadrent ça, peut-être qu'elles ont été supprimées, je ne sais pas. Mais ça pose question d'avoir des gens qui sont payés par l'État pour aller faire campagne. Mais bon, il y a même des gens qui sont carrément payés par le chômage, on a vu, l'autre glandule, à 2005, pour faire campagne. Voilà, ça pose pas de problème. Et t'as des ministres en poste qui, au lieu de travailler, viennent donner un coup de main pour une campagne d'un parti. Est-ce que ça pose pas un problème d'équité en termes de financement des partis politiques et de financement des campagnes? Il me semble que oui. Surtout que comment est-ce qu'on distingue le Gabriel Attal qui est en campagne du Gabriel Attal qui est Premier ministre? Comment on décompte son temps de parole? Il est candidat ou il n'est pas candidat? Mais tout ça est respecté, bien entendu. Alors Valérie est venue me faire la leçon. Apparemment, elle est en meeting aujourd'hui. Voilà ce qu'elle nous dit. Quand entendront-ils que rien ne sépare Orban et Le Pen? Qu'en Hongrie, vous n'avez le droit qu'à 5 minutes. 5 petites minutes de temps d'antenne dans la campagne quand vous êtes dans l'opposition. Et le reste du temps, c'est pour les amis d'Orban. Oui, d'accord, c'est bien. Oh, les méchants en Hongrie, le méchant Orban, ils donnent pas une équité de temps de parole aux candidats. Bah là, en France, tu as carrément le service public qui est au service de la majorité et qui va organiser des débats avec en orchestrant en fait le duel majorité contre les nazis. Et si vous n'êtes pas pour la majorité, vous êtes pour les nazis. Et les autres candidats sont juste là pour commenter ce sketch. Et c'est ça en fait la campagne des européennes, des éléments de langage éclatés au sol, des mensonges à n'en plus finir, des promesses complètement bidons, du populisme, et puis un sketch autour du duel Macron-Le Pen, à tel point qu'ils voulaient carrément refaire le débat, alors que ces gens ne sont pas candidats. Vous voyez un peu le niveau de foutage de gueule, quoi. Je vous remercie d'avoir suivi ce fantastique direct pour les européennes, j'ai prévu d'en faire un autre, donc n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique, à acheter du chocolat avant l'été. Merci à tous et à bientôt pour plus de singerie.